Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo qui était pas du tout prévue, mais que je vais vous faire quand même depuis très longtemps. Vous l'avez vu à la vignette. Aujourd'hui, on va parler des primes et de la puissance. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage est puissant? Est-ce qu'une prime montre obligatoirement la puissance? Quel personnage est plus puissant que l'autre? Pourquoi est-il plus puissant? Quels sont les critères de la puissance? On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais faire un petit disclaimer. Normalement, aujourd'hui, je devais faire la critique analyse du chapitre 1058, mais avec ce qui se passe en ce moment sur le net, et depuis le temps que je voulais faire aussi une vidéo vraiment sur la puissance, et bien je me suis dit que c'était le moment. Je ne suis pas pro Intel, pro autre chose, je suis pas un pro amiral, je ne suis pas un pro empereur, je suis seulement qu'un pro One Piece. Je ne vais pas cracher sur un tel youtubeur, ce n'est seulement que ma vision de One Piece, mon analyse de One Piece, et il se peut que je dise des conneries, il se peut que je dise des trucs justes aussi, mais avant de lâcher des pouces négatifs, positifs, de lâcher votre haine ou votre joie dans les commentaires, regardez cette vidéo en entier. On va commencer par la base, la chose à savoir depuis X années, moi je vous le répète depuis 2015 et depuis 2017, regardez ces vidéos, une prime ne correspond pas à la puissance d'un personnage. C'est-à-dire que si tu as un personnage X qui a une prime plus puissante qu'un personnage Y, le personnage X n'est pas obligatoirement plus puissant que le personnage Y. La prime ne fait seulement que montrer la dangerosité d'un personnage. Exemple, Mr. One a une prime de 75 millions de berry. La mère de Robin, Olvia, a une prime de 79 millions de berry. La mère de Robin n'est pas obligatoirement plus puissant que Mr. One. Le seul souci qu'il y a, c'est que la mère de Robin, par sa connaissance des poneglyphes et surtout le fait qu'elle va un petit peu partout dans le monde pour les découvrir, représente un danger pour le gouvernement mondial. De ce fait, le gouvernement mondial met une prime élevée sur sa tête pour qu'elle puisse être arrêtée, dénoncée et capturée. Donc on reprend bien que la prime est faite par le gouvernement mondial et montre la dangerosité de celui-ci. Cependant, au tout début de One Piece, je pense que Eiichiro Oda a mis en place les primes comme élément pour montrer la puissance, l'importance d'un personnage. Je vais expliquer un petit peu tout ce que je suis en train de dire. Jusqu'à Alabasta, on voit une certaine évolution des primes qui est quand même assez constante. Alabasta se termine en 2002, c'est-à-dire 5 ans après le début de One Piece. La chose qui se passe, c'est qu'à un moment, Eiichiro Oda est dépassé par son manga. Et je pense qu'à cette époque-là, c'est-à-dire en 2002, Eiichiro Oda ne pensait pas que 20 ans plus tard, il serait encore en train d'écrire One Piece et donc encore, il devait mettre en place une certaine puissance des personnages. Quand on voit par exemple Crocodile qui a une prime de 80 millions de berry, pourtant qui maîtrise absolument son fruit du démon, qui a une intelligence assez folle. Au niveau du haki, on ne sait pas encore s'il l'utilise ou pas. Pourquoi? Parce que scénaristiquement, le haki n'a pas été encore mis en place. Vu l'importance qu'a eu l'arc Alabasta et vu l'engouement qu'il y a eu au niveau de One Piece a dû s'étirer et les primes. C'est-à-dire que Luffy, après, il a carrément 100 millions, et après, ça continue à augmenter, où à un moment, à l'arrivée de Shabondi, eh bien, il y a des personnages qui ont été créés seulement qu'en une nuit, qui sont les supernovas, et eux ont des primes allant jusqu'à 315 millions de berry. Et entre nous, un personnage tel que Crocodile, à l'époque, était sûrement plus puissant qu'un personnage comme Kid. Alors, oui, là, ici, on a les primes qui ne servent plus de montrer la véritable puissance du personnage, mais seulement la dangerosité de celui-ci. C'est-à-dire que, pour moi, Crocodile, à cette époque, était hyper puissant, plus puissant qu'un Kid. Seulement, sa prime avait été bloquée parce qu'il était devenu un Shichibukai. Ça, on est totalement d'accord. Mais sur cet élément-là, on a d'autres Shichibukai qui ont des primes qui sont beaucoup plus importantes et je pense qu'ils sont arrivés au même moment que Crocodile dans le clan des Shichibukai qui ont été recrutés justement par la marine. Et Eiichiro Oda, après Alabasta, a décidé de continuer à utiliser les primes, mais
par rapport à un autre élément narratif qu'on reprendra plus tard, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu mettre en place une nouvelle chose, un personnage qui a des capacités de pouvoir voir la force brute, et ce personnage est Fukuro, avec le système des Duriki. Sauf que là encore, Eiichiro Oda a vu qu'il avait fait une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce système a été utilisé à un moment, mais n'a pas été réutilisé plus tard. Alors vous me direz, à quoi servent vraiment les primes maintenant dans One Piece? Eh bien, les primes dans One Piece servent tout simplement d'éléments narratifs pour montrer, premièrement, l'importance de certains personnages, et aussi une sorte de hiérarchisation dans l'évolution de certains héros. C'est-à-dire que les primes montrent la dangerosité d'un personnage par rapport au gouvernement mondial, mais aussi par rapport aux autres pirates qui veulent justement acquérir un certain statut. Pour qu'un pirate soit reconnu, il faut qu'il destitue des empereurs. Et là, on a une certaine hiérarchisation qui est faite à travers les primes. L'autre chose aussi que ça permet aussi de mettre en place deux éléments, qui est premièrement un élément narratif qui est l'élément trollesque, c'est-à-dire que Eiichiro Oda va jouer justement avec la puissance supposée de certains personnages. On va prendre tout simplement l'exemple de Baki qui est une véritable arnaque au niveau de One Piece, mais une très très bonne arnaque. Et deuxièmement, c'est aussi un élément narratif de hype. Il joue justement avec les lecteurs en mettant certaines primes à certains personnages, permettant premièrement d'avoir un petit peu cette guerre interne au niveau des Mugiwara. C'est aussi un élément narratif que l'on attend. On attend toujours la découverte des nouvelles primes une fois qu'un arc est terminé. Ça permet d'entretenir la hype sur One Piece en créant justement ces discussions comme on peut avoir sur la puissance supposée de certains personnages. Et justement maintenant, en parlant de puissance, on va voir quels sont vraiment les critères qui font que un personnage est puissant indépendamment de la prime qui lui est donnée. Alors, on ne peut pas parler de puissance sans parler du maître étalon, ce que l'on voit dans beaucoup de forums, dans des commentaires, dans des vidéos, c'est tout simplement la bataille de Marineford. Sauf que la bataille de Marineford n'est pas le maître étalon au niveau de la puissance. Je dirais même que la puissance qui est utilisée au niveau de Marineford est même maintenant totalement caduque avec les éléments qui se sont mis en place au niveau du Nouveau Monde, et on va parler de tout ça. Premièrement, il y a trois forces au niveau de la bataille de Marineford. Les Shichibukai, la marine sont les empereurs. Ces trois forces-là ne viennent pas pour les mêmes raisons. On va prendre par exemple les Shichibukai. Même au sein des Shichibukai, ils ne viennent pas avec les mêmes convictions. C'est-à-dire que par exemple on a Moria. Moria vient pour justement profiter du chaos, pour penser qu'il va y avoir des personnages de Barbe Blanche qui vont être morts, pouvoir les utiliser leurs cadavres pour se faire une armée, pour après aller directement au Nouveau Monde et prendre sa revanche sur Kaido. Après, on a Doflamingo et Mihawk qui, eux, sont venus en véritables touristes. La chose la plus importante, c'est que la puissance que met en place Mihawk au niveau de Marineford n'est absolument rien. C'est-à-dire que le combat qu'il va avoir par exemple contre Vista, le combat qu'il va y avoir contre Jose où il fait une attaque et Jose dévie l'attaque, l'attaque qu'envoie Mihawk n'est presque rien, c'est un léger petit test. La puissance que Mihawk met en place à Marineford n'est absolument rien comparé à la puissance qu'il a dû foutre quand il y a eu des duels contre Shanks, et même à l'époque où Shanks avait ses deux bras. Pareil pour Doflamingo. Doflamingo ne fait seulement que s'amuser au niveau de Marineford. Il vient voir seulement que le chaos qui existe, la tirade qu'il y a sur la puissance, justement sur l'enjeu du bien et du mal est absolument excellent. Et ça met en place justement les bases de ce qui se passera au niveau de Dressrosa par rapport à la psychologie du personnage. Kuma, lui, c'est différent. Kuma, il a été transformé, il est utilisé par la marine, mais fait-il partie ou pas de la marine? Justement, petite transition au niveau de la marine. Pour la marine, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que la puissance des amiraux et de la marine en général qu'on peut voir au niveau de Marineford est totalement caduque par rapport à ce qu'on a maintenant dans le Nouveau Monde. L'un des exemples les plus flagrants, ça va être l'utilisation du haki. C'est-à-dire que quand on voit Akainu qui est attaqué par Vista ainsi que Marco, il gueule un petit peu contre ses utilisateurs de haki. Comme quoi que le haki, seulement quelques personnes peuvent vraiment l'utiliser. Le haki, pour se rappeler vraiment comment ça se passe à l'époque, c'est-à-dire que ça a été introduit au niveau
niveau de Skypiea. Après, ça a été remis en place au niveau de Amazon Lily. On avait quelques éléments déterminants avec cette grande phase avec le Haki des rois quand Luffy pète un plomb en live directement à Marineford. Le Haki est vraiment quelque chose qui semble incroyable que seulement quelques-uns peuvent avoir, et c'est en un sens ce qu'a mis en place Ichiro Oda à travers cette narration en disant la puissance des fruits du démon, d'accord, c'est sympa, mais en un sens, on peut contrecarrer, certaines personnes peuvent la contrecarrer grâce à l'utilisation et la maîtrise du Haki. Sauf que ce n'est plus du tout le cas au niveau du Nouveau Monde. Au niveau du Nouveau Monde, tout le monde a le Haki, chose qui n'était pas dans les standards avant le post-ellipse. Quand on a Akainu qui s'inquiète sur l'utilisation de certains utilisateurs de Haki, ça montre que même au niveau de la marine, seulement que quelques-unes des personnes haut gradées possèdent le Haki, sauf qui est totalement différent quand on reprend l'arc de Dressrosa. Rappelez-vous, à un moment, Fujitora parle à tous les sous-officiers, tous les gradés de la marine en disant maintenant utilisez le Haki et repoussez la Birdcage. Et donc on voit que le Haki est presque maintenant une base au niveau de la marine. Et c'est pas seulement qu'en 2 ans que tout le monde a appris le Haki. Ça montre que le Haki est vraiment quelque chose. Il y a eu une évolution scénaristique au niveau de la mise en place de ce Haki. À Marineford, si Oda avait eu la même utilisation, la même idée généraliste au niveau de l'utilisation du Haki, presque tous les combattants qui sont présents au niveau de Marineford auraient dû utiliser le Haki. La marine d'une certaine époque qui était chapeautée par Sengoku, qui avait une vision beaucoup plus humaine de la justice, n'est pas la même vision que le nouvel amiral a, et qui est tout simplement Akainu. L'utilisation de la puissance de la marine qui a été faite à Marineford d'un point de vue restreint pour éviter les dommages collatéraux, même si à la fin Marineford est totalement détruite, mais ça c'est l'œuvre de Barbe Blanche, ça ne sera pas la même chose quand tu as Akainu à la tête. Akainu, dans la version finale de ce qu'on va avoir avec d'autres amiraux, ça va être une véritable boucherie. Et justement, comme j'ai parlé de Barbe Blanche au niveau de la puissance, lui, c'est aussi autre chose, c'est-à-dire qu'ils viennent pour sauver l'un un fils et les autres un frère. Ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Et quand on voit que l'équipage de Barbe Blanche est un équipage d'empereur, un équipage qui a combattu contre Kaido et sa flotte et ses bras droits. Quand on voit la prime et la puissance qu'ils ont, la puissance de Kaido et de son équipage ne s'est pas faite seulement qu'en 2 ans, c'est faite sur un temps qui est beaucoup plus long. Si on prend la puissance de Kaido et de son équipage et si on la transpose sur Marineford, si Kaido était venu à Marineford, ils auraient fait qu'une bouchée de la marine. Pourquoi ? Parce que l'optique de la puissance qu'avait mis en place Oda à l'époque de la marine n'est pas du tout la même optique de puissance qui est maintenant en place dans le Nouveau Monde. Il y a plus de 10 ans qui séparent la bataille de Marineford et les batailles que nous avons à Wano Kuni, et il est absolument incapable de pouvoir comparer une puissance qui avait été mise à une époque avec une certaine mentalité, une certaine vision de son œuvre, comparée à ce qui se passe maintenant. Et c'est ça qui est super important. Et après cette introduction qui a été assez longue mais qui a été nécessaire, maintenant on va parler vraiment de qu'est-ce qui fait qu'un personnage est puissant ou non. Quels sont les critères de la puissance ? La force n'est pas la puissance. La puissance est quelque chose qui est constitué de plusieurs éléments et la force brute n'est seulement qu'une toute petite composante de celle-ci. Dire qu'un personnage est puissant parce qu'il est fort est à mon sens ne pas comprendre
ce qu'est One Piece. Il y a plusieurs composantes qui font que un personnage est puissant et on va en détailler vraiment quelques-unes. Si vous en avez plus en tête, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. On va avoir par exemple la maîtrise du haki. La maîtrise du haki, là, ça va être tout simplement Shanks. Shanks qui est un personnage absolument dingue et qui a une maîtrise de haki, le haki tel qu'on en parle maintenant, qui est au-delà de tout. Il peut maîtriser la puissance et l'utilisation d'un fruit du démon rien que par son simple haki. Une personne qui est forte, il faut obligatoirement qu'il ait une bonne maîtrise du haki et je pense même qu'il faut qu'il ait obligatoirement le haki des rois. Et c'est pour ça qu'une personne comme Crocodile, une personne comme Mihawk, par exemple, pour ne citer que, parce que c'est ceux qu'on a parlé dernièrement dans les derniers chapitres, eh bien je suis sûr et certain qu'ils ont le haki des rois. Par contre, une personne comme Baggy, qui est un empereur, lui, c'est sûr et certain qu'il ne maîtrise pas le haki des rois. Mais la maîtrise de haki seul ne sert absolument à rien. Il faut qu'il y ait une maîtrise au niveau des techniques de combat. Techniques de combat qui sont par exemple à l'épée, qui sont par rapport à des katas, qui sont par rapport à des maîtrises, à des inventions de coups. C'est quelque chose qui est absolument primordial. Après, nous avons un autre élément qui est tout simplement le fruit du démon. Le fruit du démon en tant que tel, si tu as un Logia ou si tu as un Paramecia de merde, va faire que tu vas être plus ou moins puissant. Pareil par rapport à un Zoan. Tous les Zoan n'ont pas la même équivalence. Avoir un fruit du démon ne fait pas de toi obligatoirement une personne puissante. Et même au-delà de ça, des personnes qui vont avoir le même fruit du démon ne vont pas être l'une et l'autre aussi puissantes à travers l'utilisation qu'elles ont. Sabo et Ace, ils avaient tous les deux le même fruit du démon. Ace avait plus des attaques à longue distance, alors que lui, Sabo, ça va beaucoup être à travers l'enseignement qu'il a eu avec Dragon et avec aussi Kuma, va plus utiliser son fruit du démon à travers des attaques au corps à corps. L'autre chose aussi qui fait qu'une personne est plus puissante qu'un autre, c'est tout simplement la maîtrise qu'il a de soi et la conscience de l'environnement qui l'entoure. On va reprendre l'exemple de Sabo et de Ace. Ils ont été confrontés tous les deux à une même situation, c'est-à-dire qu'une personne est venue pour les pousser dans leur dernier retranchement, leur foutre la haine pour que ceux-ci perdent la maîtrise d'eux-mêmes et fassent des fautes. La maîtrise de soi a été le défaut de Ace qui fait que Ace est mort. Si Ace n'avait pas justement répondu aux insultes de Akainu, il ne serait pas mort, il aurait continué à fuir avec son frère. C'est exactement ce qui se passe au niveau de Dressrosa. À un moment, Burgess va titiller Sabo en expliquant que Ace était une merde et qu'il est mort. Et on voit à un moment Sabo qui est peut-être prêt à péter les plombs, mais à un moment il dit si Ace est mort, c'est par sa faute. Il avait qu'à mieux se maîtriser. L'Herbe Noire, lui qui est énormément puissant à travers justement l'utilisation de son fruit du démon, mais c'est surtout l'intelligence de celui-ci qui fait que il est devenu empereur. Tout le cheminement qu'il y a eu, c'est par l'intelligence. La puissance d'un personnage, c'est aussi l'aura qu'il a. Et ça, c'est Mihawk qui le dit très bien. Il le dit au niveau de Marineford que Luffy a l'un des pouvoirs les plus puissants. C'est justement le fait de pouvoir rallier des personnes à sa cause, de pouvoir les faire peut-être aussi changer d'idée. L'exemple qu'on a souvent d'ultime puissance, ça va être les empereurs. Mais les empereurs sont totalement différents. On ne peut pas comparer la puissance, par exemple, de Kaido et la puissance de Big Mom. La puissance de Big Mom est une puissance innée par rapport à un métabolisme, mais aussi par rapport à une vision qu'elle a, où elle a voulu se construire un royaume. Elle a un fruit du démon qui a justement lui a permis de construire justement ce royaume, et la puissance qu'elle a, c'est une puissance qui est liée aussi par rapport à différents mariages, par rapport à différentes utilisations. Il y a une stratégie derrière tout ça, stratégie qui n'est peut-être pas présente au niveau de Kaido. Kaido, la puissance qu'il a va être plus une puissance
dû vraiment à sa capacité d'être la créature la plus puissante et peut-être aussi d'avoir ce fruit du démon. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'expériences qui ont été faites sur lui et c'est pour ça que Vegapunk a peut-être aussi réussi à cloner son fruit parce que c'est peut-être l'un des fruits du démon les plus puissants. Kaido, il a aussi cette flotte, mais à lui seul, la puissance de Kaido est surtout liée par rapport à l'utilisation de son fruit, à l'utilisation de son haki, mais plus que tout, c'est par rapport à la force brute. Kaido est la créature la plus puissante et en 1v1, sans personne autour, même peut-être Luffy avec le fruit du démon qu'il a, n'aurait peut-être pas pu tout simplement battre Kaido. Dans la force et dans la puissance d'un personnage, il y a aussi l'élément le plus important, ce sont tout simplement les convictions. Crocodile, quand il était au niveau d'Alabasta, il avait pour vision de prendre, de contrôler, justement d'avoir un royaume à lui, tout comme Doflamingo avait un royaume à lui, et peut-être que il n'avait pas la puissance physique pour être un empereur. Mais Doflamingo, peut-être que comme Crocodile, Doflamingo, je pense qu'il n'avait pas cette vision, cette volonté de devenir un empereur, mais je pense que Crocodile, au fond de lui, il veut être un empereur. Et il est en train de... Lui, il est plus sur la puissance d'un empire. La puissance globale liée à plusieurs critères qui feront qu'il est capable de devenir un empereur. Mais pour l'instant, il lui manque des éléments. Contrairement à Mihawk, lui, qui peut être un empereur. La différence qu'il y a, c'est qu'il n'a pas la volonté, l'ambition de devenir un empereur. Lui, il veut être libre. Mihawk a combattu Shanks. C'est le meilleur épéiste. Mais il a aussi une énorme maîtrise du haki. Pourquoi ? Parce que Shanks, depuis longtemps, maîtrise le haki. Et il a fait jeu égal avec lui en faisant des combats. Il a arrêté Mihawk de combattre contre Shanks une fois que Shanks a perdu son bras. Là, j'en entends certains dire Zoro est plus fort que Mihawk. Mais c'est quoi cette folie ? Si Zoro a une cicatrice, c'est parce que il s'est fait... À un moment, je pense que Mihawk lui a fait voir la vraie puissance qu'il avait en lui, et Zoro a été totalement humilié. Et s'il continue à être avec Luffy, il devra se confronter à d'autres personnes comme les empereurs, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir évoluer son pouvoir, et un jour, pouvoir battre Mihawk. La puissance, c'est la pierre angulaire de tout shonen type Neketsu qui veut marquer les esprits. Le seul souci qu'il y a, c'est que le scénario, l'aventure qu'il y a dans tous les mangas, dans tous les shonen type Neketsu, n'est seulement qu'un prétexte pour mettre en place des combats, parce que les combats sont l'élément prédéterminant. One Piece, c'est l'inverse. One Piece, à un moment, a basculé de l'autre côté du miroir. L'élément prédéterminant de l'œuvre de One Piece est tout simplement l'aventure. Raconter une histoire. Et c'est pour ça que les arcs sont aussi longs. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'éléments, parfois qui sont chiants, parfois qui n'ont pas d'intérêt, parfois qui peuvent même être enlevés de One Piece et ça ne changerait absolument rien. Même si au départ de One Piece, il y a le mot puissance, la puissance des pirates était peut-être un élément déterminant au début de l'œuvre, mais ce n'est maintenant qu'un élément secondaire, un élément important. Je ne dis pas que la puissance n'a absolument rien à voir dans One Piece, mais la base, c'est raconter une histoire, raconter quelque chose et mettre dedans de la puissance pour justement nous donner le kiki tout dur, nous donner l'envie, la joie de ressentir la puissance de certains personnages. Mais ce n'est pas l'élément prédéterminant de l'œuvre. Continuer à se bagarrer sur savoir quel personnage est plus puissant que l'autre, oui, lui, il est plus puissant parce qu'il a fait ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce que ça, c'est pour moi passer à côté de ce qui fait 80% de la richesse de One Piece, c'est tout simplement l'aventure.
Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette très longue vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, répondez-vous les uns les autres, mais ne soyez pas insultants les uns envers les autres. J'ai une super communauté, donc n'hésitez pas à continuer à être comme vous êtes. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié ces vidéos. On m'a demandé énormément de taf. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça. Ça fait trop du bien. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Laissez des commentaires, mais on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Salut mes Nakama, c'est le doc. Salut mes Nakama, c'est le doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live. Non, même pas. Haha, je me suis planté comme un con. Bienvenue pour la... Non, pas la critique analyse de l'épisode ou le chapitre plutôt, mais chapitre connard. Une vidéo sur la puissance et la force dans One Piece, les primes aussi, hein, la force non, la prime. Petit lapsus. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les primes et la puissance dans One Piece. Qu'est-ce qui fait que une puissance, un personnage, mon con, ça va être dur. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la vignette, on va parler de quoi? Mais j'ai l'impression que je me suis renversé du café. Non? Non? Y a pas de café? Allô? Non, il n'y a pas de café, autant pour moi. 2015 où j'ai commencé à faire des vidéos sur la puissance. Regardez, c'est... Hey, pourquoi ça claque plus? Une personne qui a une prime X n'est pas obligatoirement plus puissant qu'un empereur non plus. C'est pas ça. Je me suis trompé. L'exemple le plus flagrant, c'est tout simplement les Shichibukai. Non, c'est pas ça. L'exemple le plus flagrant, c'est tout simplement les Supernova. Supernova qui ont des primes... Faut que je recommence. J'y étais bien, mais il faut que je recommence. Elle était pas plus forte, d'un point de vue puissance, que par exemple Arlong. Ou par exemple Crocodile. C'est un mauvais exemple, parce que Crocodile a une prime plus haute. Je suis vraiment trop con. Les primes ne correspondent pas à la puissance d'un personnage. Ça, je vous le dis depuis 2015 et même depuis 2017. C'est l'inverse, hein, au niveau des chiffres. Il y en a plein qui vont m'insulter, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de ma réflexion. Un peu de panique quand même.